Notre second débat dans ce Sens Public, vous le savez, il est plus prospectif, volontairement décalé de l'actualité du jour, avec ce chiffre entre 800 000 et 1 million d'enfants victimes chaque année de harcèlement scolaire en France. Une loi sur ce thème est en cours d'examen au Sénat. Avant d'en débattre, le témoignage de Laetitia. Son fils a été harcelé pendant plusieurs années par un camarade de classe. Plus que l'école, que la justice, c'est finalement une association qui l'a aidé. Reportage à Ouistreham, signé Cécile Sixou. Cavani a 12 ans. De la maternelle au CM2, il a été harcelé par un autre élève de son école. En fait, je suis arrivée en maternelle et t'as un élève qui arrêtait pas de me frapper, de me harceler, de me dire des menaces. Et c'était ça pendant 8 ans. Je me sentais pas bien parce que c'est énervant, stressant un peu de se faire harceler, de se faire rabaisser, se faire insulter, se faire menacer, se faire frapper aussi. Très vite, Laetitia, sa maman, a vu son fils dépérir. Maux de ventre, pleurs, insomnie. Ses notes sont en chute libre et il change de comportement. Il s'est renfermé, il est devenu un petit peu agressif envers ses sœurs. Les dernières années, surtout l'année de CM2, il est rentré en conflit avec son papa en permanence. On a vu son comportement à l'école changer également, c'est-à-dire que lui, qui était respectueux envers les adultes, a commencé à répondre aux professeurs. Laetitia fait appel à l'association Stop Harcèlement. Elle interpelle l'école, le rectorat et la mairie, dépose plainte contre l'enfant harceleur, mais rien ne bouge, elle se sent démunie. Ça a été très dur, parce qu'on voit son enfant qui va pas bien, qui est pas bien, et on ne sait plus quoi faire. J'ai cette impression de n'avoir personne à qui parler, n'avoir personne qui nous écoute surtout, qui comprenne la détresse de notre enfant, la détresse familiale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant qui est pas bien, la famille également ne va pas bien, parce qu'on se pose des questions, on se demande ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on aurait pu faire. Un jour, Laetitia entend parler d'une association de motards qui lutte contre le harcèlement scolaire, vers laquelle elle se tourne. Bonjour. Bonjour. Allez-y, rentrez. Donc j'ai appelé Storborn, donc Roxy, qui m'a écoutée. Je me souviens, je pleurais ce jour-là. J'étais vraiment à bout de nerfs, je ne savais plus quoi faire. Et là, elle m'a tout de suite dit t'inquiète pas, on va être là. Être là, Roxy, la présidente, a eu une idée simple, rassembler des bikers devant l'établissement d'un enfant harcelé pour dissuader ses agresseurs de s'en prendre à lui. Les autres enfants comprennent que harceler, etc., c'est juste inhumain. Eh bien, si ça peut leur permettre d'arrêter, c'est tout gagné, quoi. Et c'est ce que veut faire cette association. Les harceleurs, en fait, voient que cet enfant est protégé. Et du coup, ils ont tendance à avoir peur. Donc, l'effet de masse devant un établissement de motards impressionne. Une démonstration de force qui a marché immédiatement pour Cavani. Déjà, je me suis plus fait harceler après. Ça a fait un peu réfléchir du monde parce que j'ai arrêté du coup. Enfin, l'harceleur, il a arrêté. Et je me sentais soutenue parce que je sais que j'étais là pendant et après. Du coup, je me sentais pas seule après et avant. Avant toute intervention, l'association réalise un entretien avec l'enfant et vérifie qu'une plainte a été déposée. Après, Roxy suit les enfants harcelés jusqu'à leurs 18 ans. Quand il y a d'autres soucis, on réintervient. Et à savoir en fait que j'appelle chaque enfant. Je les appelle en fait à peu près une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois pour prendre des nouvelles de chaque enfant. De toute façon, tu sais très bien que tu peux compter sur nous tout le temps. Hein, tu as mon numéro de téléphone. Un problème aussi à l'établissement, si je dois venir te chercher, je viens te chercher. Au total, ces chevaliers blancs en blouson noir ont réalisé 19 interventions. Regarde-moi ce sourire, c'est trop bien, franchement, c'est génial, quoi. C'est juste ça qu'on voulait. C'est exactement ça qu'on voulait.
On débat autour du harcèlement avec mes invités. Sabine Van Heeg, bonjour, bienvenue. Vous êtes sénatrice socialiste du Pas-de-Calais, ancienne présidente de la mission sénatoriale sur le harcèlement scolaire. Lucie Pithiot, bonjour. Bonsoir. Vous êtes, bonsoir, proviseure de la cité scolaire Villon à Paris, 14e, ancienne référente harcèlement scolaire au rectorat de l'Académie de Strasbourg. Jean-Pierre Belon, bonsoir. Bonsoir. Professeur de philosophie, fondateur de l'Association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves, et vous avez publié plusieurs livres sur ce thème. On est également en duplex, en visioconférence avec Pauline de Villoutrez, qui est bénévole à l'association Marion la main tendue. Bonsoir à vous, bienvenue. Évidemment, Mathieu Croissando est resté à mes côtés. Je voudrais une première réaction. Je commence avec vous, Lucie Pithiot, au reportage qu'on vient de voir. Moi, ce qui me frappe, et souvent, quand on discute avec même parfois des amis qui sont confrontés à ce fléau du harcèlement, c'est qu'ils ont parfois, j'allais dire souvent, le sentiment que l'école et la justice ne répondent pas. Et là, c'est une association qui trouve la solution. Est-ce qu'il y a un effet loupe? Parce que ceux qui parlent et qui disent l'école et la justice ne répondent pas, voilà, c'est les mécontents, donc ils prennent plus la parole, ou est-ce que c'est une réalité d'après vous? Alors de plus en plus, ça ne devrait plus être une réalité. Je crois qu'on a fait d'énormes efforts depuis qu'on s'est mis à parler à peu près de harcèlement, disons dans les années 2010-2011 dans les établissements scolaires. On a fait des progrès considérables pour libérer la parole des enfants. Je pense à la mise en place, par exemple, de ce concours un non-harcèlement qui était assez confidentiel au moment de sa mise en œuvre en 2014 et qui désormais rassemble plus de 40 000 élèves qui font des productions, affiches, vidéos qu'ils transmettent au ministère de l'Éducation nationale, qui ont fait un vaste concours. Et du coup, le corollaire de ce concours, c'est que dans ces établissements-là et dans l'ensemble des établissements désormais, il y a des protocoles par rapport au harcèlement et on fait en sorte de libérer la parole des élèves. On fait aussi en sorte que les élèves témoins puissent agir également quand ils voient un camarade en danger, et surtout que les parents également sachent que les adultes sont là pour les entendre. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'on a progressé. Ouais. Ceci dit... C'était quoi le réflexe? C'était, oulala, on ne veut pas de scandale dans notre établissement, donc on essaye d'étouffer un peu l'histoire de harcèlement? Moi, je pense qu'il faut cesser de penser que la culture du « mettons tout sous le tapis » et l'apanage de l'éducation nationale, je crois que là aussi, on a fait d'énormes progrès. Sans doute y a-t-il eu non pas une culture du silence par rapport à ça, mais peut-être une difficulté à appréhender ce que beaucoup d'adultes ont considéré de prime abord comme des chamailleries, comme un passage obligé de l'enfance, de l'adolescence, du « renforce-toi, ça va passer ». Ces choses-là qui sont des espèces de réflexes et qui sont assez courants finalement dans la société et qui ont induit peut-être les professionnels en erreur par rapport à ce qu'ils voyaient. Ils n'identifiaient pas qu'une brimade à l'intérieur d'une classe, c'était du harcèlement. Les parents, du coup, quand l'enfant était vraiment déprimé à la maison, se sont dit mais enfin, ça fait des mois que ça dure. Comment se fait-il que les adultes n'aient pas réagi? Eh bien, sans doute, on s'est trompé sur le diagnostic. Et je crois que ça n'est plus le cas depuis quelques années. Jean-Pierre Belon, il y a une prise de conscience, ça, effectivement, si vous deviez faire le bilan, je ne sais pas, de la décennie écoulée? Il y a un passage de l'ombre à la lumière, là, c'est très clair. On est resté, moi j'ai commencé à travailler sur ces questions-là au début des années 2000, donc il y a plus de 20 ans. On était, dans les années 2000, dans un silence absolu et dans un déni complet. Aujourd'hui... À toutes les institutions. À toutes. Toutes. C'était le sujet tabou, on ne voulait pas en parler. C'était le nuage de Tchernobyl. Il n'arrivait pas chez nous. Tous les pays d'Europe s'intéressaient à ces questions-là. La France, non. Donc c'est arrivé d'un coup, par chance, un conseiller du ministre de l'époque, à qui il faudrait rendre hommage tous les jours, c'est Laurent Bayon, aujourd'hui il est avocat, qui a mis le sujet sur la table. Et c'est vrai que c'était Luc Châtel à l'époque, et son conseiller, donc c'était Laurent Bayon. Il y a eu à partir de ce moment-là des progrès absolument spectaculaires parce qu'on a cessé tout simplement de se boucher les yeux, de ne pas regarder la réalité en face. Et j'ai peur, moi, à chaque fois qu'il y a un fait divers, à chaque fois, qui sont toujours terribles, bien sûr, qu'on voit un peu ce phénomène, j'allais dire, sur un mode un peu caricatural. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça commence comment ? Ça commence par une moquerie, ça commence par un surnom, ça commence par une mise à l'écart, c'est-à-dire toute une série de petites choses dont chacun peut se dire « Oh, c'est pas du harcèlement, c'est rien ». Sauf que tout, mis bout à bout, au bout du compte, ça devient du harcèlement. Donc, ce qui a
à mon sens, changé depuis quelque temps, c'est qu'on regarde les choses de façon beaucoup plus attentive, en n'attendant pas que ça devienne du harcèlement. Occupons-nous de l'élève mis à l'écart, de celui qui, lorsqu'on fait un exercice, ah bah tiens, comme par hasard, il se retrouve tout seul, etc. Occupons-nous de toutes ces petites choses, et c'est comme ça qu'on évitera ces situations terribles. Ouais. Sabine Van Eyck, il y a 6 à 10% des élèves qui subissent une forme de harcèlement dans leur scolarité. Est-ce que ces chiffres, ils ne sont pas un peu sous-évalués? Parce qu'on pourrait considérer, même si j'entends ce que vous me dites l'un et l'autre, qu'il y a encore beaucoup d'élèves qui n'osent pas en parler. Mais qui n'en parlent pas, évidemment, parce qu'ils craignent. Ils craignent les représailles. J'ai présidé la mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. On a fait énormément d'auditions, on a écouté les acteurs. On a établi un rapport qui a été adopté à l'unanimité des membres de la mission. Et ce rapport était basé sur un triptyque, donc 35 propositions basées sur un triptyque. Prévenir, détecter, traiter. Prévenir, détecter, traiter. Donc, et aussi plutôt arriver à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire de créer un délit spécifique de harcèlement. Oui, alors on va y revenir parce qu'effectivement c'est ce qui est proposé dans la loi. Je vais vous redonner la parole évidemment dans un instant. Je voudrais entendre Pauline de Villoutrez, une première intervention. Ça commence à quel âge? Je ne sais pas, dans les faits de harcèlement dont vous êtes saisie. Est-ce que ça commence très tôt? À quel âge? Alors nous, on se rend compte que finalement les phénomènes de harcèlement arrivent malheureusement de plus en plus tôt. Souvent, on a repéré des cas où les enfants ont souvent 5-6 ans, ce qui est très jeune, et sauf qu'on le remarque de plus en plus. Et aujourd'hui, maintenant, je dirais que finalement le harcèlement, il va être aussi bien présent à l'école primaire qu'au collège et au lycée. Mais voilà, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que dès la fin de l'école maternelle, on voit déjà des phénomènes de harcèlement alors que les enfants sont quand même en pleine évolution, en plein apprentissage. Et se rendre compte qu'on a déjà des phénomènes de harcèlement aussi jeunes, c'est terrible en fait. 5-6 ans, effectivement, c'est assez terrible. On va revenir donc sur cette commission que vous avez présidée et sur cette proposition de loi. Steve Jourdain peut nous rejoindre. Bonsoir Steve. Bonsoir Thomas. Bienvenue. Donc le Parlement s'est saisi de ce sujet du harcèlement scolaire. Oui, comment lutter contre ce fléau qui touche bien chaque année entre 800 000 et 1 million d'enfants. Ce fléau qui peut aller jusqu'à tuer les élèves les plus fragiles. C'est la question à laquelle députés et sénateurs doivent répondre aujourd'hui. Alors, une proposition de loi a été déposée au mois de novembre, mais c'est un sujet sur lequel planche le Sénat depuis plusieurs mois. Une mission d'information, on l'a dit, avait en effet été mise en place au printemps dernier. Elle avait demandé à ce que le harcèlement devienne la grande cause nationale de la rentrée 2022-2023. Il est encore temps. Elle avait aussi émis une trentaine de recommandations pour lutter contre le harcèlement que les sénateurs avaient alors défini comme la stigmatisation de la différence et trop souvent la diffusion de préjugés sexistes, sexuels ou raciaux. Thomas. Et que prévoit la loi qui est actuellement en discussion? Alors, deux choses. D'abord, des sanctions plus lourdes contre les harceleurs. C'est le cœur du texte qui est actuellement examiné. Puis ensuite, le renforcement du droit à une scolarité sans harcèlement. Il s'agit d'un droit qui avait été consacré dans une loi adoptée en 2019. Alors, pour remplir ces objectifs, les députés demandent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à ce qu'un délit spécifique de harcèlement scolaire soit créé. C'est la grande mesure qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, c'était au mois de décembre. Mais les sénateurs n'ont pas été convaincus par le dispositif. Écoutez, le rapporteur Les Républicains, Olivier Paccaud. Une question se pose. De nouvelles dispositions législatives sont-elles nécessaires pour mieux prévenir et lutter contre le harcèlement scolaire, alors même que le Parlement a légiféré sur le sujet il y a moins de 2 ans? Les sanctions pénales et administratives existent. Un adulte, qu'il soit enseignant, personnel administratif ou technique de l'éducation nationale ou encore assistant d'éducation, peut déjà être poursuivi pour des faits de harcèlement commis sur un élève. Plutôt qu'un délit spécifique, les sénateurs proposent de faire du harcèlement une circonstance aggravante du harcèlement moral. Selon le texte du Sénat qui a été adopté par le Sénat, le harcèlement scolaire sera désormais puni de 45 000 € d'amende et de 3 ans de prison. Un amendement important a aussi été adopté, Thomas, dans l'hémicycle. Il prévoit que la victime pourra changer d'établissement en dehors des limites de la carte scolaire. Et puis, dernier point sur lequel les sénateurs ont voulu insister, c'est le cas du cyberharcèlement. Écoutez la centriste Annick
Annick Billon, elle-même victime il y a quelques mois d'une forme de harcèlement sur les réseaux. Écoutez-la. Un élément trop absent de la version issue de l'Assemblée nationale, le cyberharcèlement. Prolongement du harcèlement scolaire amplifié par l'aspect meute du phénomène via les réseaux sociaux, les tablettes ou les smartphones, le cyberharcèlement ne laisse aucun répit aux victimes. La précision était donc nécessaire. Voilà, pour certaines associations, le texte du Sénat ne va clairement pas assez loin. Elle demande aux députés de réintégrer dans le texte le délit spécifique de harcèlement, ce délit qui a donc été supprimé par les sénateurs. Merci Steve pour toutes ces précisions et ça ouvre les thèmes que l'on va aborder ensemble maintenant, notamment le cyberharcèlement. Évidemment, on va y consacrer un chapitre. Cette idée de carte scolaire aussi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Mais d'abord, le délit spécifique, Sabine Van Heghe, pourquoi vous pensez qu'il n'est pas nécessaire de créer un délit spécifique ? Parce que l'arsenal juridique existe déjà, oui. Parce que le fait de stigmatiser un enfant, même s'il a causé des désordres et même des désastres chez un autre enfant. Il faut rappeler quand même qu'il y a eu cette année une vingtaine de suicides d'enfants, donc c'est très grave. Mais le fait d'imposer ces peines lourdes est inutile pour moi. C'est inutile pour nous parce que ça va conduire à des non-lieux, ça va conduire à un abandon de la poursuite qui en fait va renforcer le harceleur dans le style. Écoutez, voilà, tout va bien, quoi. On peut continuer. On était vraiment contre ça et le fait d'alléger cet article 4 et de transformer le délit spécifique en circonstance aggravante du délit de harcèlement qui existe déjà, nous a fait, accepter plus facilement ce texte. Alors, je veux bien vous entendre l'un et l'autre sur cet aspect-là. Jean-Pierre Bellon, est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'on a finalement un arsenal législatif suffisant aujourd'hui, d'après vous ? On a absolument tout ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Bon. Je pense qu'il y a un contresens qui a été commis dès le départ par la mission qui a débouché sur le projet de loi en version de l'Assemblée nationale. Et je trouve que le Sénat a très bien corrigé le texte. Il y a un contresens. On s'imagine qu'il y a d'un côté des espèces de méchants harceleurs, et puis une victime, et puis des témoins qui sont neutres. Mais je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand il y a un surnom, c'est tout le monde qui reprend le surnom. Quand il y a une mise à l'écart, c'est pas 3 élèves qui vous mettent à l'écart, c'est toute la classe. Quand il y a une moquerie, elle fait rire absolument tout le monde. Le harcèlement, c'est un phénomène de meute, un phénomène de groupe. Et donc, sur qui est-ce qu'on va... Où sont ces harceleurs que l'on va punir et qu'on va punir tout le monde d'un délit spécifique, c'est ce que vous nous dites. C'est bien pour ça qu'il faut arrêter les choses dès le départ. Et ce n'est pas ni à la police ni à la justice de traiter la question du harcèlement, c'est à l'école. Et prioritairement, c'est aux enseignants. Donc cette proposition d'un délit... Elle témoigne d'une profonde méconnaissance de la réalité du phénomène. Lucie Pithiot, votre expérience de proviseur ? La grande révolution copernicienne qu'on est en train d'essayer d'avoir dans l'école, c'est effectivement la détection précoce des phénomènes pour pouvoir les traiter d'une autre façon que par la coercition ou par la sanction. Il ne faut pas qu'il y ait une sanction, c'est quoi, c'est une espèce de monde à part dans lequel la justice n'a pas... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu le sentiment qu'on a, quoi. Est-ce qu'il faut des textes ? Est-ce qu'il faut des lois ? Est-ce qu'il faut les durcir ? Est-ce qu'il faut des sanctions plus importantes ? Je crois qu'un jour, il faudra qu'on interroge cette justice d'exception qu'est la justice scolaire dans un établissement. Il y a une sanction disciplinaire. En parallèle de cela, il peut y avoir effectivement une sanction qui est posée par l'appareil judiciaire. Et parfois, ces choses-là ne sont pas tout à fait raccord. Notre tempo est le tempo de l'école, celui de la justice, même quand elle se veut réparatrice, ça va être un tempo très rapide. Celui de la justice n'est pas du tout le même. Donc, un jour, peut-être, on s'interrogera sur la coexistence de ces choses-là. Mais sur le problème très spécifique du harcèlement, ce qui fonctionne le mieux, et désormais, on a quelques années d'expérience avec la méthode des préoccupations partagées, c'est quand on arrive à prendre les choses suffisamment tôt, que l'on peut déclencher chez l'élève que l'on considère comme harceleur, mais la plupart du temps, il n'est pas tout seul, effectivement, il est au milieu d'un groupe, il y a des interactions à l'intérieur de ce groupe, qu'on peut déclencher chez lui un réflexe d'empathie
Pour l'élève victime, qu'on appelle plutôt dans la méthode de préoccupation partagée que M. Bellon diffuse très largement et même industriellement désormais au niveau des académies, qu'on appelle l'élève cible. La préoccupation partagée, c'est ça. Donc c'est quoi? C'est recréer de l'empathie autour de l'élève victime? C'est la susciter. En fait, on va faire alliance avec l'élève qu'on appelle la cible, cet élève victime d'une situation de harcèlement. Et puis, on va demander aux élèves qui sont témoins, actifs, ou voire carrément harceleurs de cet élève cible, de partager la préoccupation qui est la nôtre et qui est parfaitement sincère. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est que cet élève qui est dans une situation de grande fragilité, qui est isolé, qui est brimé, ne ressente plus cette extrême solitude, cette extrême violence qui s'exerce sur lui, parce que nous aurons partagé cette préoccupation avec ces harceleurs et qu'ils vont cesser. Ils vont trouver eux-mêmes des ressources pour faire cesser cette situation. Si on fait cesser la situation de harcèlement, on a gagné, sans avoir besoin d'en passer par la sanction. Et ça, c'est une véritable révolution copernicienne. Ceci étant, il y a des moments où c'est trop tard. Quand le dossier arrive sur le bureau et que l'élève est dans une situation de détresse, et ça m'est arrivé encore récemment, quand vous recevez une élève qui est littéralement liquide en face de vous, qui a reçu pendant des mois des brimades et qui s'est tue pendant des mois sur cette situation. On n'en a pas parlé non plus à sa famille. Et tout d'un coup, a craché le morceau. Elle l'a craché dans mon bureau. Elle l'a craché après à son père. Le père m'appelle en larmes en me disant « Mon enfant, hier soir, a totalement craqué. Si vous ne faites pas quelque chose, je crains pour sa vie. C'est trop tard. » Là, ça veut dire que ce processus dont vous parliez, il ne sert plus à grand-chose à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là, on est coincé, on ne peut plus le mettre en œuvre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier réflexe, c'est de joindre les autorités académiques, ce qui s'est passé. Le lendemain, le 15 décembre, cet élève a changé d'établissement. Mais oui, mais ça, c'est... Mathieu, c'est jamais les harceleurs. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Dans l'éducation nationale, qui vaut pour le harcèlement, qui vaut parfois pour l'antisémitisme, dans certains établissements où on dit il est mieux de ne pas mettre votre enfant ici parce que ça va être trop compliqué, parce que c'est plus facile d'en recaser un que d'en recaser 10 ou 12. Pour le coup, c'était une question d'urgence. C'est-à-dire que ni l'élève, ni sa famille ne se voyaient un avenir dans l'établissement, dans cette proximité-là. Mais cette facilité, elle a existé quand même, de déplacer la cible, comme vous dites. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que derrière, on n'a pas une action au niveau, effectivement, des élèves harceleurs. Mais moi, je me suis fait exactement la même réflexion, Mathieu. Jean-Pierre Bellon, est-ce qu'on a le choix, finalement, quand on est proviseur, directeur d'établissement? Parce que, ou alors, faut virer la moitié de la classe ou les 3/4 de la classe si le harcèlement est un phénomène de groupe. Donc peut-être que la seule solution, c'est d'exfiltrer, pardon du terme, la victime. Alors, lorsqu'on arrive dans des situations de ce type, effectivement, peut-être qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais c'est ultra choquant pour les parents. C'est une forme de double peine, quoi. Mais la vraie question est de savoir pourquoi on en est arrivé là. Qu'on ne vienne pas me dire, je ne le croirais pas, qu'on n'a rien vu. On a tous vu un petit peu quelque chose. Un élève qui est mis à l'écart, un élève qui est moqué, qui est ridiculisé, ça se passe où? Ça se passe sous les yeux des adultes. Donc ces phénomènes sont vus. Donc arrêtons encore une fois de nous boucher les yeux, parce que même si on a accompli de très grands progrès en l'espace de 10 ans, il reste un certain nombre de zones d'ombre dans lesquelles on continue à dire cette question que moi je ne voudrais plus entendre, c'est dire « Ah mais à partir de quand ça devient du harcèlement ?» Mais n'attendons pas que ça devienne du harcèlement. Traitons les choses tout de suite. Hélas, lorsqu'on regarde les situations qui ont débouché sur des suicides ou des tentatives de suicide, quand on regarde un petit peu en amont, on s'aperçoit que très souvent, il y a eu des défaillances. Donc ce sont ces défaillances qui ne doivent plus exister dans les établissements. Il y a quand même quelque chose... Quand on dit défaillance, ça veut dire quoi? On a sous-estimé la détresse de la victime. On n'a pas voulu voir. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place depuis, à titre expérimental, à partir de 2019. Oui, on va en parler, c'est le programme phare, c'est ça. Alors ça, je vais y venir dans un instant, pardon de vous interrompre, mais je voudrais donner la parole à Pauline de Villoutrez, qu'on a relativement peu entendu. À quel moment vous intervenez avec votre association? Parce que vous intervenez dans les écoles, c'est ça? Oui, on intervient dans les écoles. On va aussi intervenir dans les centres de loisirs, les centres sportifs, mais aussi les mairies. En fait, on va intervenir à partir du moment où on a des écoles ou des familles qui nous appellent parce que soit ils ont envie qu'on vienne chez eux pour faire de la prévention, tout simplement parce qu'il y a eu des faits de harcèlement
où souvent ils ne savent pas trop à quoi ça correspond. C'est vrai que par exemple, il y a 10 ans, moi je ne connaissais pas du tout cette notion. Ça fait maintenant 4-5 ans qu'on en parle vraiment sérieusement de ce fléau. Et aussi, donc, ils vont nous appeler pour cela. Et nous, du coup, on va se rendre compte que logiquement, c'est pas pour rien qu'ils nous appellent et que justement, on doit être sur le terrain pour justement expliquer c'est quoi le harcèlement, comment on l'évite, quelles sont les actions qu'on peut apporter pour justement lutter contre ce fléau. Et c'est dans ces cas-là qu'on va surtout intervenir. Et deuxième chose, c'est on a aussi beaucoup de familles qui vont nous appeler pour des demandes de soutien. On a eu l'année dernière 5000 demandes et 2900 appels, ce qui n'est pas rien. Je rejoins du coup ce que disait Jean-Pierre Belot en disant qu'on a forcément déjà vu dans notre vie, on a déjà été témoin d'une scène de harcèlement. Donc pour moi, il ne faut pas rester bouche bée et agir tout de suite et ne pas attendre finalement que le harcèlement se produise pour agir. Dès qu'on a un doute, qu'on voit quelqu'un à l'écart, qu'on voit quelqu'un qui n'est pas bien, qui a une chute des résultats scolaires, qui subit de la phobie scolaire, c'est là où il faut agir en fait. Pour justement éviter que des enfants meurent ou fassent des tentatives de suicide. On a 95% des familles que l'on reçoit où au moins un enfant avait déjà fait au moins une tentative de suicide, ce qui doit alerter aussi. Sabine Van Egg, il faut réunir harcelés et harceleurs finalement quand on parle de ces programmes d'empathie ou d'expériences partagées. Là, il faut réunir les uns et les autres. Oui. Alors je reviens sur ce que disait Madame. Moi, je salue l'action des associations. Elles viennent vraiment en renfort de l'école. Et aussi, il est évident qu'il y a un manque de formation de personnel enseignant et même de tout le personnel entourant la vie de l'enfant. On a pu constater lors de nos auditions que 75% des personnels, des enseignants se trouvaient un peu démunis en termes de formation à la détection c'est si compliqué que ça, pardon. Je pense qu'il y a des moyens à développer, à promouvoir en termes de formation des enseignants dans ce domaine. Ouais. Et oui, il faut réunir harceleurs, harcelés, des réunions d'information. Bien sûr, le temps est compté pour les enseignants. Ils sont un peu pressurés, ils n'ont pas de temps, mais des temps dédiés, je pense, en début de trimestre, peuvent être consacrés à des réunions d'information, même avec les parents et tous les élèves, et même avec, pourquoi pas, des harceleurs, des harcelés, qui sont, disons, repentis, mais pour expliquer ce qu'est le harcèlement les moyens de se confier et d'en parler pour pouvoir enrayer. Alors, le programme phare, on prend plusieurs minutes dans ce débat pour faire un gros plan sur le programme phare pour programme de lutte contre le harcèlement scolaire, testé depuis 2 ans et qui a été déployé dans l'ensemble des écoles et collèges depuis le mois de septembre dernier. Jean-Pierre Belon, est-ce que c'est là encore une avancée? Est-ce que si ça marche, ça peut faire de la France un pays un peu qui est passé de rétrograde à pilote? Si ça marche, on aura probablement le plan le plus ambitieux de lutte contre le harcèlement. Puisque quand même l'une des dispositions consiste rien moins qu'à créer dans chaque école et chaque collège, et j'espère demain chaque lycée, pour l'instant c'est les collèges et lycées, une équipe d'environ 5 personnes spécifiquement formées et apte à la fois à soutenir la victime, parce qu'on n'en a peut-être pas suffisamment parlé. La première des choses dont les victimes ont besoin, c'est d'être au sein même de leur établissement, réconfortées, soutenues, avoir le cadre d'une écoute empathique et bienveillante qui soit là vraiment pour les soutenir. Ça, c'est la première des choses. Et en même temps, cette équipe est également formée pour, ainsi que ça a été dit tout à l'heure, pour arrêter les brimades, c'est-à-dire travailler avec ceux qui prennent part aux brimades, en les plaçant en situation d'être eux-mêmes inquiets pour ce qui se produit. Donc, je pense que si on arrive à avoir un maillage de ce type sur tout le territoire, une équipe, moi, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais pas cru que c'était possible, mais une équipe par établissement, ce serait vraiment, là on aurait tous les moyens de faire stopper le harcèlement. Lucie Pithiot, dans cette équipe, il y a des enseignants, on l'a bien compris, il y a des élèves aussi forcément. Non, dans cette équipe, il y a des adultes. Ah, c'est que les adultes, d'accord. Il y a des adultes. Il n'y a pas des délégués de classe?
par exemple, pourraient jouer leur rôle. C'est-à-dire que le programme phare, c'est un programme complet. À la fois, il va s'agir de effectivement sensibiliser les personnels. Vous disiez tout à l'heure, mais enfin, forcément, ils ont dû repérer quelque chose, ces enseignants, autour de cette jeune fille dont je prenais l'exemple tout à l'heure. En fait, ils n'ont pas interprété ce qu'ils avaient sous les yeux. Parce que justement, ce sont des professeurs de lycée. J'ai la chance d'être la responsable d'une établissement dans lequel il y a un collège et un lycée. Autant les professeurs de collège avaient déjà été sensibilisés à la méthode, les professeurs de lycée ne l'avaient pas été. Eh bien, nous l'avons fait jeudi dernier, voilà qui est réparé, de façon à leur permettre, et c'est justement à la lecture de la situation qu'on avait vécue ensemble, de ne pas retomber dans ce type de travers. Alors dans ces équipes, voilà, il y a donc pas mal de gens, mais il y a aussi des informations à destination des familles. Il y a aussi la formation d'ambassadeurs collégiens. C'est là où je voulais en venir. Les élèves collégiens et les élèves lycéens peuvent participer à un programme où ils deviennent eux-mêmes ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement. Et puis, ils participent à sensibiliser classe par classe et parfois même d'un niveau à un autre, c'est-à-dire des lycéens vont aller former des collégiens vont dans les écoles primaires, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais les écoles primaires, par exemple, dans une académie comme Strasbourg, c'est 50% des cas de harcèlement que l'on détecte, ce qui est colossal, au niveau départemental et académique. Donc vous dites, comme Pauline de Villottrez tout à l'heure, c'est de plus en plus jeune. C'est de plus en plus jeune. Alors 5-6 ans, je n'ai pas observé. Ceci étant, il n'était pas rare d'avoir des situations de CM1, CM2, y compris qui mettent en jeu les réseaux sociaux. Et ça, on en reparlera, on va y venir tout de suite. Et pour revenir aux équipes, effectivement, ce ne sont que des adultes, ce qui n'empêche pas à la fois les familles d'être informées et les enfants de s'impliquer dans la lutte contre le harcèlement. Quelques chiffres sur le cyberharcèlement. 25% des collégiens, 14% des lycéens déclarent en avoir été victimes. Ça veut dire un collégien sur 4 qui dit avoir été cyberharcelé. Pauline de Villottrez, est-ce que c'est le principal phénomène sur lequel vous êtes saisi aujourd'hui avec votre association? Est-ce que c'est d'abord du cyberharcèlement ou est-ce qu'il y a toujours du cyberharcèlement quand on parle de harcèlement, si je me fais bien comprendre? Alors d'abord, on a bien évidemment du harcèlement scolaire et on a bien évidemment après les violences sur Internet qu'on appelle donc les cyberviolences qui viennent juste après. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les phénomènes du numérique qui commencent à prendre de plus en plus place dans notre quotidien, on s'est rendu compte que finalement les enfants avaient accès de plus en plus tôt aux écrans, qui n'étaient pas forcément guidés, on leur a pas expliqué finalement comment ça fonctionnait. Donc, ce qui fait qu'on se rend compte que finalement, le cyberharcèlement va être aujourd'hui de plus en plus présent, justement avec ce que je disais. Puis aussi avec les différents confinements qu'on a eus, avec la crise sanitaire, les enfants avaient un accès, on va dire, plus simple aux écrans, ce qui fait qu'ils passaient plus de temps, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur les jeux Internet, ce qui fait que donc les phénomènes de cyberharcèlement n'étaient pas finalement rares, au contraire, ils se sont multipliés et on se rend compte que finalement, un enfant non seulement va être harcelé à l'école, mais il rentre chez lui, ce ne sera pas la paix, puisque le harcèlement va continuer sur son téléphone, en fait. Du coup, la solution qu'on va lui demander, c'est de bloquer, de signaler, sauf que lui, par exemple, ne sait pas forcément comment faire, ses parents encore moins, donc c'est vraiment indispensable qu'aujourd'hui, on guide d'abord les parents, qui sont parfois responsables souvent du cyberharcèlement que leurs enfants subissent, pour ensuite expliquer à leur enfant comment on se sert d'un téléphone, premièrement, et ensuite comment essayer de faire face à cette cyberviolence qu'ils subissent de plein fouet. Oui, évidemment, ce que ça change, c'est que le harcèlement ne s'arrête plus à la porte de l'école. Ça continue malheureusement souvent dans les heures qui suivent via les médias sociaux. Sabine Van Egg, c'est évidemment, la question, elle se pose aussi pour les fake news, les menaces de mort, la question de la responsabilité des plateformes. Alors, c'est sans doute pas au niveau du Sénat, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement français, c'est au niveau européen. Peut-être qu'on peut essayer de tordre un peu le bras des plateformes qui ne mettent pas les moyens pour modérer, très clairement. Certes, mais moi, j'ai présenté, lors de l'examen du texte au Sénat, un amendement qui a été voté d'ailleurs, qui porte obligation aux prestataires de services du net de lutter contre le harcèlement. Bon, avec aussi une obligation d'insérer c'est simple, des courtes vidéos qui apparaissent sur les écrans des enfants, indiquant les bonnes pratiques du net. Ce sont des choses quand même faciles à faire et qui peuvent à force de répétition, impacter positivement les enfants. Ils sont complètement victimes. Oui, vous semblez douter, mais non, mais malheureusement, ça va au-delà de la question de l'école. C'est l'Europe qui doit bien sûr gérer ça, et on compte sur la présidence française de l'Union européenne pour
qu'elles se saisissent de cette question. Hein. Il y a une responsabilité des plateformes qui est gigantesque. Il devrait avoir les moyens de stopper ce qu'on appelle les phénomènes de flaming, c'est-à-dire lorsque un garçon ou une fille, et le soir, souvent ça se passe la nuit, est littéralement incendié, agonie d'injures en l'espace de très peu de temps par un groupe, puis après d'autres qui viennent s'agréger. Ils ont tous les algorithmes qui leur permettent d'identifier ce genre de choses. Ils le font pas. Il faudrait que les comptes à ce moment-là soient bloqués. Donc, il y aurait, on a une espèce d'espace de non-droit qui est celui des réseaux sociaux, dans lequel nécessairement il se passe des choses terrifiantes. Les jeunes gens en sont les premières victimes. On leur a légué comme ça un téléphone avec tous les risques que cela comporte. Moi, je pense autant sur la question du harcèlement, j'allais dire plus classique, celui du harcèlement scolaire. Je pense que on a très sérieusement avancé. Autant sur celui du cyberharcèlement, il y a tout un chantier à entreprendre qui est gigantesque. Mais Lucie Pithiot, c'est pas en diabolisant nous ici les médias sociaux, et je suis d'accord avec vous, que on va trouver la solution, parce que le rapport de cette génération à leur image ou même à leur intimité, c'est pas le nôtre, il a radicalement changé. On a modifié le rapport à l'intime, parce qu'avant on pouvait dire à un enfant l'intime c'est ce que tu fais seul dans ta chambre. Maintenant, seul dans la chambre ça n'existe pas, parce qu'il y a le smartphone avec l'enfant la plupart du temps, malheureusement. Et là il faut qu'on soit quand même assez clair par rapport à ça. Il existe des règles même vis-à-vis des comptes sur les réseaux sociaux. En théorie, c'est pas avant 13 ans pour Snapchat, c'est pas avant 16 ans pour WhatsApp. On ne cesse de le répéter aux familles.